Bienvenue à JK raconte une histoire où se déroulent des drames de la vie réelle. Installez-vous confortablement et savourez le récit d'aujourd'hui. Je suis Marcus Thompson et je viens d'une famille où les attentes étaient élevées. Mon père, Robert, était un avocat d'affaires prospère. Ma mère, Linda, travaillait comme infirmière diplômée à l'hôpital local et étant le 4e enfant, je devais suivre la tradition familiale. À 18 ans, j'ai pris une décision qui a bouleversé notre famille quand j'ai annoncé que je ne voulais pas aller à l'université après avoir obtenu mon diplôme de lycée. C'était comme si un tremblement de terre avait frappé notre maison. Mes parents, d'habitude si bavards, sont restés sans voix au début, puis ont tout fait pour me rendre la vie difficile. Dans la famille Thompson, l'admission à l'université était obligatoire pour tous les enfants. Mes parents ont secrètement postulé dans 6 des meilleures universités sans que je le sache. Étonnamment, j'ai été accepté dans toutes, ce qui a exercé une pression supplémentaire sur moi pour en choisir une. Le seul membre de la famille qui ne m'a pas poussé à poursuivre des études supérieures était mon grand-père, Pop Thompson. Je travaillais avec lui pendant les vacances scolaires depuis l'âge de 13 ans. Pop était une légende dans le secteur de la restauration automobile autour de Columbus, Ohio. Il achetait des voitures classiques abîmées à des propriétaires âgés, les restaurait pour les remettre en parfait état, et les revendait avec un profit considérable. Quelques mois avant d'obtenir mon diplôme de lycée, Pop et moi avons acheté 2 voitures à restaurer, une Mustang de 67 et une Camaro de 70. Tout au long de l'été, j'ai coordonné le travail avec des mécaniciens, des carrossiers, des peintres personnalisés et des fournisseurs de pièces pour m'assurer que chaque détail était parfait. Peu avant la fête du travail, j'ai réussi à vendre la Camaro pour près de 15 000 $ de profit, que j'ai partagé avec Pop. Pendant que mes camarades travaillaient pour le salaire minimum dans des emplois de vente au détail, j'étais plongé dans le monde de la restauration automobile et j'ai finalement revendu 3 autres classiques l'été suivant. Pop m'a fortement recommandé de commencer à financer mes propres projets, mais a tout de même accepté de se porter garant si nécessaire. À la fin de l'été, j'ai transféré 25% de mes profits à Pop. Il me restait une somme d'argent considérable, que la plupart des jeunes de 17 ans enviraient. Bien que j'étais un excellent élève qui aimait étudier, au fond de moi, je savais que l'université n'était pas ma voie. Finalement, j'ai trouvé un compromis avec mes parents. Nous avons décidé qu'après l'obtention de mon diplôme, je prendrais une année sabbatique pendant laquelle je postulerais aux universités et prendrais une décision avec toute la famille. Pendant que mes amis se préparaient pour leur première année d'université et occupaient des emplois d'été à temps partiel, j'ai pris une décision différente. J'ai acheté un pick-up Ford d'occasion avec peu de kilomètres au compteur, un téléphone portable basique, et j'ai créé une entreprise appelée Thompson Custom Auto. J'ai contacté tous les concessionnaires automobiles prêts à m'écouter, leur expliquant en détail les types de voitures classiques que je voulais acheter. J'ai promis de les utiliser comme agent d'achat pour les véhicules recommandés et comme agent de vente une fois les restaurations terminées. C'était une décision audacieuse, mais mon avenir dépendait finalement de ce choix. C'est ainsi que j'ai rencontré les sœurs Ashley, Brittany, et leur réseau. Elles avaient la vingtaine et étaient des vendeuses automobiles ambitieuses. Ayant récemment obtenu leur diplôme universitaire et travaillant dans diverses concessions Ford, Chevy et spécialisées autour de Columbus, elles m'ont contacté alors que je travaillais sur 2 projets de restauration. Un jour, Ashley m'a appelé et m'a informé d'un véhicule potentiel à Westerville qui semblait correspondre à mes exigences. Faisant preuve d'un sens de l'urgence hérité de Pop, j'ai accepté d'aller voir la voiture dès que l'occasion se présenterait. Je savais que je devais être prêt à l'acquérir. J'ai arrangé un rendez-vous avec Ashley dans 90 minutes dans une modeste maison de plein-pied où une magnifique Dodge Charger de 1969 reposait sous une bâche dans le garage. Ashley m'a informé que la voiture appartenait à un homme âgé décédé et que ses enfants, vivant sur la côte ouest, étaient désireux de vendre le véhicule le plus rapidement possible pour régler leur succession. Bien que la voiture soit en bon état mécanique, elle nécessitait d'importants travaux de carrosserie et de restauration intérieure. À votre avis, à combien vont-ils accepter ? J'ai demandé. Ashley pensait que la voiture se vendrait pour près de 12 000 $. Me sentant confiant, j'ai décidé d'offrir 10 500 $ en espèces. J'ai demandé 5 jours pour une inspection approfondie et j'ai promis de conclure l'affaire dans les 5 jours suivant la réception du rapport du mécanicien s'il n'y avait pas de problème majeur. Ashley était ravi de cette offre. Nous sommes donc retournés à sa concession, avons rédigé et signé l'accord d'achat et l'avons envoyé à l'agent du vendeur. À notre grande joie, l'offre a été acceptée. Après avoir reçu le rapport de l'inspecteur, qui ne contenait aucun problème inattendu, nous avons finalisé la transaction une semaine plus tard.
Célébrons ça, a suggéré Ashley alors que nous quittions le bureau des titres de propriété. Comme nous habitions à moins de 2 miles l'un de l'autre, elle a suggéré que nous allions prendre un verre dans son appartement magnifiquement décoré au 3e étage dans le centre-ville de Columbus. Après avoir versé 2 verres de Merlot, nous avons porté un toast silencieux avant de prendre une gorgée. J'espère que ça ne vous dérange pas si nous trouvons d'autres façons de célébrer, a-t-elle dit avec un sourire. Pop m'avait fait part de précieuses informations sur l'industrie automobile, y compris le fait que les représentantes commerciales préféraient souvent travailler avec des entrepreneurs qui achetaient et vendaient fréquemment plusieurs véhicules. Il disait en plaisantant que s'il était plus jeune et pas marié, il profiterait certainement de toutes les opportunités de réseautage offertes par l'entreprise. Ashley se pencha et m'embrassa sur les lèvres. Quand elle vit le sourire sur mon visage, elle se pencha de nouveau, rendant le baiser plus appuyé, tenant un verre de vin dans une main. J'admirais sa silhouette athlétique alors qu'elle se rapprochait de moi. Nous avons passé du temps à mieux nous connaître avant qu'Ashley ne s'éloigne avec un large sourire. Ce qui suivit fut une soirée intime ensemble. Bien que n'ayant que 18 ans, j'avais déjà acquis une bonne part d'expérience romantique, bien que la plupart eussent été des rencontres gênantes et insatisfaisantes avec des camarades de lycée. De plus, j'avais développé des relations avec 3 femmes du secteur de la vente automobile. Une femme mariée de 43 ans, en particulier, avait joué un rôle important en m'enseignant les relations matures et avait considérablement façonné mon développement au début de ma vie d'adulte. Ashley, sa sœur Britney, et les 5 années suivantes de ma vie ont toutes joué un rôle significatif dans ma croissance personnelle. Lorsque j'ai partagé mon succès financier avec mes parents après la première année, ils ont reconnu mes réalisations. Bien qu'initialement déçus par ma décision de ne pas aller à l'université, ils ont vu ma passion pour l'industrie automobile et m'ont sincèrement soutenu. Dès la 2e année, j'achetais et revendais 12 à 15 voitures classiques par an et cherchais activement des garages commerciaux avec plusieurs bails. Je louais un espace d'atelier aux besoins et étendu l'entreprise aux travaux de modification personnalisés pour les passionnés de voitures locaux. Gérer de multiples projets de restauration est devenu accablant, et j'ai vite réalisé que j'avais besoin d'une aide professionnelle pour éviter les appels nocturnes concernant les retards de pièces et les conflits d'horaires. J'ai engagé une entreprise de gestion de projets automobiles qui supervisait les travaux de restauration et résolvait tous les problèmes logistiques qui survenaient. Ashley et Britney se sont toutes deux mariées à 2 mois d'intervalle et j'ai été invité aux 2 mariages. Je pensais que nos relations précédentes, qui avaient inclus des arrangements complexes, appartenaient au passé. Mais quand j'ai eu 24 ans, Ashley m'a invité à dîner avec leur mari et leur sœur cadette Sarah. Sarah était une jeune diplômée universitaire qui enseignait à l'école primaire dans la région de Columbus depuis 1 an. Elle avait fréquenté l'Ohio State University grâce à une bourse d'études. Elle était magnifique, plus grande que ses sœurs, pesant environ 59 kg. Elle était simplement belle avec des cheveux auburn et des yeux verts brillants. Sa silhouette athlétique était accentuée par ses longues jambes fines et ses mouvements gracieux. Mais ce qui m'a vraiment captivé, c'était sa personnalité. Elle était intelligente, sincère et avait un rire contagieux. Bien qu'entourée de ses sœurs et de leur mari, j'étais ravi de faire sa connaissance autour d'un verre et d'un dîner. Mon excitation augmenta quand elle accepta que je la raccompagne chez ses parents. Alors que nous nous dirigions vers un Starbucks, je ne pouvais m'empêcher de me sentir reconnaissant d'avoir l'opportunité de passer plus de temps avec elle. Lorsque Sarah suggéra de trouver un endroit tranquille pour parler en privé pour la première fois, nous avons acheté des boissons et nous sommes installés à une table isolée. « Écoute, Marcus, commença-t-elle. Tu as l'air d'un très gentil gars et dans d'autres circonstances, je pense que j'aimerais mieux te connaître. » « J'aimerais aussi mieux te connaître, répondis-je. Qu'est-ce qui te tracasse ? » Sarah exprima son inquiétude concernant ses sœurs, que je connaissais depuis de nombreuses années et qui, à son avis, étaient infidèles à leur mari. Elle demanda comment cela affecterait notre éventuelle relation et me demanda directement si j'avais déjà été impliqué avec l'une ou l'autre d'entre elles. Sarah énonça clairement ses conditions. Si nous devions sortir ensemble, ses sœurs seraient totalement hors de portée. J'acceptai ces conditions et admis également que, bien que je ne sois pas inexpérimenté, je ne développais de relations sérieuses qu'avec des personnes qui me tenaient réellement à cœur. Malgré cela, Sarah et moi avons décidé de commencer à sortir ensemble. Au 4e rendez-vous, je l'ai invitée à un dîner privé chez moi, ce qu'elle accepta de façon surprenante. Quand je suis allé la chercher chez ses parents, j'ai remarqué qu'elle était surprise lorsque je me suis garé dans l'allée derrière ma maison. J'avais déménagé de mon appartement vers une vieille propriété que j'avais héritée de mes grands-parents, décédés à 3 semaines d'intervalle de nombreuses années auparavant. Ils avaient été incroyablement généreux,
laissant à leurs enfants et petits-enfants des biens importants acquis au cours de leur vie. Maintenant, la maison, le grand complexe de garage et les 23 acres de terrain dans une petite ville rurale à 20 minutes de Columbus m'appartenaient. La propriété avait été l'atelier de réparation automobile original de Pop et comprenait la ferme où mes grands-parents avaient vécu. Il y avait des arbres fruitiers et des potagers que je louais à un agriculteur local pour générer des revenus. Après mûre réflexion, j'ai décidé de rénover à la fois l'ancienne ferme et l'énorme complexe de garage. La rénovation a duré 2 ans et le résultat fut une belle maison avec un extérieur de ferme traditionnel et un intérieur moderne et ouvert. Le complexe de garage fut également entièrement rénové. Je l'ai transformé en un vaste centre de restauration avec des sols en béton, des ponts élévateurs hydrauliques et un équipement de qualité professionnelle. J'ai créé une salle de sport dans un coin et a transformé l'espace de bureau du 2e étage en un élégant siège social pour Thomson Custom Auto. En fait, le bureau me servait de centre de commandement personnel, car j'étais encore essentiellement le seul à diriger l'entreprise. Mon modèle économique consistait à acheter, restaurer et vendre des automobiles classiques. J'externalisais le travail spécialisé à des mécaniciens et des concessionnaires de voitures d'occasion, des avocats, des financiers et des comptables de confiance pour gérer les opérations. En tant qu'entrepreneur individuel, j'ai fait visiter les lieux à Sarah, ce qui l'a impressionné. Le saumon grillé, les asperges et la salade que j'ai servie pour le dîner semblaient également l'impressionner. Nous avons savouré notre repas sur ma terrasse, sirotant du vin et discutant jusqu'à ce que les bougies se consument. « Puis-je te demander quelque chose ?» dis-je. Sarah hocha la tête avec enthousiasme. « Bien sûr. J'aime vraiment passer du temps ensemble, et je veux te voir plus souvent, avouai-je. » Sarah sourit et répondit, « Je ne suis pas non plus intéressé à fréquenter quelqu'un d'autre. Serais-tu d'accord pour une relation exclusive ?» Le sourire disparut lentement du visage de Sarah. Mon cœur se serra lorsque Sarah hésita et répondit, « J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Mais son sourire revint lentement alors qu'elle riait et s'exclamait, « J'y ai réfléchi assez longtemps. Il est temps de passer à l'étape suivante. » Elle s'installa sur mes genoux et m'embrassa. Il nous a fallu près de 45 minutes pour nous rendre à ma chambre, située au 2e étage de la maison. Pendant tout ce temps, nous nous sommes enlacés et avons appris à nous connaître plus intimement. Lorsque nous nous sommes enfin installés ensemble dans le lit, j'ai réalisé qu'à cet instant, j'étais l'homme le plus heureux du monde. J'avoue qu'au début, je craignais de finir par comparer Sarah à ses sœurs plus expérimentées et que notre relation puisse être décevante. Mais après une nuit remplie de passion et de connexion authentique, j'ai réalisé que Sarah était le bon choix pour moi. Elle apportait le même enthousiasme à notre relation physique que ses sœurs à la leur, mais elle voulait aussi quelque chose d'exclusif et d'engagé. Peu de temps après nos fiançailles, le père de Sarah, Robert, m'a invité à boire une bière. Bien que nous ayons toujours été amicaux, je sentais qu'il y avait une certaine tension sous-jacente entre nous. J'en connaissais la raison, mon manque d'études supérieures. Le lendemain, Robert et moi nous sommes assis pour une conversation sérieuse. Sans perdre de temps, il est allé droit au but. Robert m'a exprimé son soutien, mais a souligné l'importance pour Sarah et moi de signer un contrat de mariage. Il a mentionné qu'il n'en avait pas encore discuté avec Sarah, mais m'a assuré qu'il le ferait sans faute. Puis il a posé sur la table une chemise cartonnée contenant un contrat de mariage concis de 2 pages. Il stipulait qu'en cas de divorce, chaque partie conserverait les biens qu'elle avait apportés au mariage. Sarah conserverait tous les actifs acquis grâce à sa carrière actuelle et future, et je conserverais tous les actifs de mon entreprise automobile. Si nous avions des enfants, le tribunal déterminerait les montants de pension alimentaire, et chacun de nous serait tenu de verser 5 000 $ annuellement au fonds d'études universitaires. Un tel accord semblait juste et simple. J'ai assuré à Robert que je n'anticipais aucun problème, mais que je voulais que mon avocat examine l'accord. J'ai promis de donner une réponse dans la semaine. Sarah et moi nous sommes mariés à la fin de sa 2e année d'enseignement. Ma femme et moi avons passé une lune de miel luxueuse dans les Caraïbes, visitant plusieurs belles îles. C'est pendant ces vacances que nous avons conçu notre premier enfant, Emma, qui est née 9 mois après notre mariage. Seulement 16 mois plus tard, notre 2e fille, Olivia, est née. Étage 2 ans et demi plus tard, notre Benjamine, Sophia. Malgré les difficultés liées à l'éducation de 3 jeunes enfants, nous étions globalement satisfaits de la vie. En plus de son poste d'enseignante, Sarah a décidé de poursuivre ses études en obtenant une maîtrise en éducation et un certificat d'administrateur scolaire. Ce fut une période stressante pour nous deux, mais nos carrières nous tiraient dans des directions différentes.
Au cours de ces 3 années, mon entreprise a prospéré. Grâce à Internet, j'ai réorienté l'activité de mon entreprise, passant de la restauration complète de voitures classiques à l'achat de véhicules de collection en difficulté dans tout le Midwest, y compris l'Ohio, le Michigan, l'Indiana et l'Illinois. Grâce à l'énorme quantité d'informations disponibles en ligne, j'ai pu trouver des projets attrayants et effectuer des recherches approfondies avant de faire tout investissement. J'ai décidé d'acheter des voitures classiques et de les revendre rapidement à des particuliers qui souhaitaient effectuer leur propre restauration. Cette pratique est connue dans l'industrie automobile sous le nom de car flipping. Bien que, comparé aux méthodes traditionnelles de restauration complète, je ne réalisais pas un profit aussi important sur chaque transaction, je pouvais gérer un volume significativement plus élevé, soit 75 à 100 transactions par an. Parallèlement à mon activité de car flipping, j'exploitais également des services de restauration répartis sur 18 garages différents, gérant environ 124 projets automobiles à divers stades d'achèvement. Grâce à ma réputation dans l'industrie, je suis également devenu partenaire d'un groupe d'investissement qui accordait des prêts à d'autres entrepreneurs automobiles, me positionnant ainsi comme une entreprise leader dans la région du Midwest. Le changement le plus important pour moi et mon entreprise a été la réduction de la charge de travail quotidienne. Alors que je travaillais auparavant 60 heures par semaine, passant constamment d'un projet de restauration à l'autre et cherchant de nouvelles opportunités, mes nouvelles responsabilités n'exigeaient que 25 à 30 heures hebdomadaires. Cela me permettait de passer plus de temps avec ma famille, ce que je chérissais vraiment. Un jour de semaine typique, je me levais à 4 heures du matin pour faire de l'exercice pendant 1 heure, puis je préparais le petit déjeuner pour ma femme et mes enfants adorés avant de les embrasser pour leur dire au revoir et de regarder les enfants monter dans le bus scolaire. Je veillais également à leur préparer des déjeuners sains faits maison. De 8 heures à 14 heures, je me concentrais sur le travail. Je discutais avec des concessionnaires automobiles de nouvelles opportunités d'achat-revente, examinais les rapports des sociétés de financement et gérais divers détails commerciaux. La plupart du temps, je réussissais à finir le travail assez tôt pour assister aux activités extrascolaires de mes enfants. J'entraînais leurs équipes sportives, les emmenais à leurs cours de danse, les aidais avec leurs devoirs et préparais de copieux dîners pour la famille. Je me sentais comme la personne la plus heureuse du monde, combinant une carrière réussie avec le fier titre de Monsieur Maman. Au même moment, ma femme Sarah décida de changer de profession. Après avoir quitté l'enseignement, elle s'est orientée vers l'administration scolaire, débutant comme directrice adjointe d'un collège. Elle est rapidement devenue directrice d'une école primaire, puis a occupé le poste de directrice adjointe d'un lycée. Seulement 6 ans plus tard, elle a été promue surintendante adjointe de notre système scolaire. Malgré les avantages d'une journée de travail plus courte pour moi, la charge de travail de Sarah a considérablement augmenté. Elle devait assister à de nombreux événements sportifs et scolaires en soirée, ainsi qu'aux réunions du conseil municipal et aux sessions du conseil de l'éducation. La passion de Sarah pour son travail et l'impact qu'elle avait sur notre communauté ne me permettaient pas de me plaindre. Au lieu de cela, j'étais heureux d'assumer des responsabilités ménagères supplémentaires. Malgré nos emplois du temps chargés, Sarah et moi trouvions toujours du temps l'un pour l'autre, tant sur le plan émotionnel que physique. À l'occasion de notre 12e anniversaire de mariage, nous maintenions une relation intime 3 ou 4 fois par semaine. Le seul obstacle dans notre relation surgit au cours de notre 3e année de mariage. Sarah et moi célébrions la Saint-Valentin ensemble dans notre restaurant local préféré. Alors que nous dégustions le dessert, Sarah aborda un sujet avec hésitation, m'exhortant à rester ouvert d'esprit. Me sentant légèrement agacé par ces mots, je demandai, « Qu'en ai-je pas été ouvert d'esprit avec toi ?» Sarah leva les yeux au ciel et exprima sa crainte que je sois contrarié. Malgré le fait que j'avais réservé une table dans notre restaurant préféré et que je lui avais offert un pendentif en diamant pour l'occasion, Sarah semblait hésitante à partager ses pensées. « Penses-tu que ce soit le bon moment pour aborder quelque chose de potentiellement délicat ?» demandai-je. « Allez, Marcus, commença-t-elle. Il y a une petite chance que cela te dérange. » Je l'interrompis avant que Sarah ne puisse poursuivre son explication. « Dis-moi simplement ce que tu as en tête. » Sarah me fixa en silence un instant, puis parla. « Ashley et Britney partent en voyage de 5 jours à Las Vegas chaque printemps. Elles choisissent des dates qui coïncident avec les vacances de printemps de mon école. J'aimerais y aller cette année. » Je souris et répondis, « Pourquoi cela me contrarierait-il ? Cela semble une excellente idée. Où allons-nous ? » Le sourire initial de Sarah se mua en inquiétude alors qu'elle expliquait, « Non, tu ne comprends pas. Nous prévoyons une semaine entre filles.
Je maintenais un contact visuel avec Sarah tout en prenant 2 petites gorgées de vin. En posant le verre, je demandai, « Que essaies-tu exactement de me demander ?» Sarah parut confuse et répondit, « Je ne comprends pas ta question. » C'est toi qui as commencé par demander si tu pouvais me poser une question. Je continuai, « Que me demandes-tu » Après un moment de réflexion, Sarah dit finalement, « Eh bien, je suppose que je te demande si cela ne te dérange pas que j'y aille. » Mon sourire s'élargit et je répondis, « C'est simple. Non, je suis contre ton départ, et je suis surpris que tu demandes même, qu'y a-t-il de mal à ce que je passe du temps avec mes sœurs ?» L'agacement de Sarah était évident, et j'étais stupéfait. Je secouai la tête et lui rappelai, « Comme tu le sais, Ashley et Britney sont des infidèles en série. Elles étaient comme ça quand nous avons commencé à sortir ensemble il y a 5 ans. Comme tu l'as remarqué, elles sont toutes les deux célibataires maintenant après avoir divorcé de leur conjoint. Tes sœurs semblent t'attirer les ennuis. Et tu le sais. C'est pourquoi tu hésites à partir en voyage sans moi. Parce que tu ne te fais pas confiance en leur compagnie. Est-ce parce que tu ne me fais pas confiance ? Ce n'est pas la question. Tu voulais savoir si j'étais d'accord pour que tu partes en voyage d'une semaine à Las Vegas avec tes sœurs bordéliques pour faire la fête et traîner au bord des piscines en bikini. Cela ne me convient pas, et cela ne conviendra jamais. Sarah prit un moment pour rassembler ses pensées, puis dit, « Tu ne peux pas m'empêcher d'y aller. » Encore une fois, ma chérie, il ne s'agit pas de cela. Nous discutons de mes sentiments concernant le fait que tu abandonnes ta famille pour partir en vacances avec 2 sœurs sans vergogne. J'aimerais vraiment que tu cesses de les appeler bordéliques. J'aimerais qu'elles ne soient pas comme ça. Avant que nous puissions poursuivre la conversation, la serveuse s'approcha de notre table et nous demanda si nous étions satisfaits du dessert. Après avoir confirmé qu'il était délicieux, elle mentionna que le plat final serait un verre de leur fameux vin de prune et demanda si elle pouvait l'apporter. À nous. Avant que Sarah ne puisse répondre, j'intervins. Non merci, dis-je, sortant ma carte de crédit de mon portefeuille. Je l'attendis au serveur. Veuillez traiter le paiement. Incluez un pourboire de 20% et apportez-moi le reçu à signer. Sarah était visiblement agacée. Elle éleva la voix et exigea, nous ne restons pas pour le vin. Se tournant vers le serveur, elle ajouta, nous aimerions l'addition maintenant. Merci. J'avais l'impression que le serveur sentait que malgré avoir offert un magnifique pendentif à ma femme, je ne recevrais aucune affection à elle. À la fin de notre soirée. Lui souriant, je dis, en fait, apportez du vin à ma femme et versez-moi un verre. Après que le serveur eut traité ma carte, je lui dis de la rendre à ma femme et d'appeler un taxi. Les yeux du serveur s'écarquillèrent de surprise quand je jetai nonchalamment ma serviette sur la table et allai chercher ma veste. Après avoir démarré la voiture, je regardai ma montre et donnai à Sarah 3 minutes pour payer l'addition et me rejoindre sur le parking. Étonnamment, elle y parvint en un peu moins de 2 minutes. Mais il était clair, d'après son expression, qu'elle était furieuse. En montant dans la voiture, elle me réprimanda, me prévenant de ne plus jamais la mettre dans cette situation. Je conduisis en silence pendant un demi-mile avant de répondre. Pendant notre conversation, tu as dit que je ne pouvais pas t'empêcher de partir une semaine avec tes sœurs à problème. Dans ce cas, tu ne peux pas m'empêcher de t'embarrasser en public quand je veux. Sarah fut sidérée par mes paroles car je ne lui avais jamais parlé ainsi auparavant. Sagement, elle resta silencieuse pendant le reste de notre trajet jusqu'à la maison. Quand je garai la voiture près du complexe de garage, elle se dirigea vers la maison tandis que je montais à mon bureau. J'étais à mi-chemin des escaliers quand j'entendis Sarah crier, « Nous n'avons pas encore fini de parler. Rentre maintenant. » Je me retournai et répondis sévèrement, « N'essaie plus jamais de me contrôler. » Sur ce, je claquai la porte du bureau, la laissant debout, choquée, la mâchoire pendante. Dans les semaines qui suivirent, notre maison devint tendue et froide, et pendant plusieurs nuits, je dormis dans mon bureau. À mesure que la date de départ de Sarah approchait, elle vint finalement à mon bureau et demanda si nous pouvions parler. Bien sûr, répondis-je, voulant l'écouter. Je désignai une chaise et demandai poliment, asseyez-vous, s'il vous plaît. Sarah me regarda attentivement et dit lentement, je ne veux pas partir pendant que tu es fâché contre moi. Je répondis calmement, il y a un moyen facile d'améliorer mon humeur. Prenant une profonde inspiration, Sarah déclara, Marcus, je pars pour ce voyage à Vegas. C'est définitif. Nous restâmes silencieux un moment avant que je ne demande, puis-je partager quelques réflexions? Sarah hocha la tête, me donnant la permission de parler. Le cœur lourd,
je confessai, pour la première fois dans notre relation, je m'inquiète de l'état de notre mariage. Pour la première fois, je crains que tes actions ne mènent à la rupture de notre famille. Ce n'est pas juste, Marcus. Crois-tu vraiment que je te tromperai pendant ce voyage? Pour l'instant, je crois que tu n'as aucune intention de tromper. Mais quand tu es avec tes sœurs, à boire et faire la fête, entouré de personnes attrayantes dans cet environnement, les choses peuvent facilement devenir incontrôlables, surtout quand deux d'entre elles sont connues pour leur comportement. Sarah, tu sais que je n'ai pas tort. Sarah rougit légèrement. Je continuai, exprimant mon inquiétude. Je ne m'inquiète pas seulement de l'intimité physique. Vas-tu danser avec d'autres hommes? Vous tenir la main? Laisser quelqu'un t'appliquer de la crème solaire sur le corps au bord de la piscine. Marcus, tu réagis de manière excessive. Je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit de tout cela. Même si je le faisais, je ne pense pas que ces choses soient si sérieuses. Répondit Sarah. Je remarquai que mon expression mettait Sarah mal à l'aise et je lui demandai si elle ferait l'une de ces choses. Elle répondit qu'une femme mariée ne devrait pas s'engager dans un tel comportement avec des hommes. En même temps, elle ajouta que si des erreurs étaient commises sous l'influence de l'alcool, cela ne devrait pas automatiquement mener au divorce. Je secouai la tête avec déception et exprimai mes pensées, affirmant que nous continuions à tourner en rond. Dans cette conversation, je soulignai qu'elle n'avait pas pris en compte mes fortes émotions et mes inquiétudes concernant ce voyage. Je la prévins que si je découvrais un comportement inapproprié de sa part, je ne prendrais pas en considération ses sentiments. Je mettrais toujours le bien-être de moi-même et de mes filles en premier, même si cela signifiait envisager le divorce. Il est difficile de croire que le divorce soit même évoqué dans notre conversation. Le fait que ta décision de partir en vacances nous ait menés ici est tout simplement choquant. Écoute, j'ai accepté que tu partes pour ce voyage, bien que je n'en sois évidemment pas heureux. J'espère que toi et tes sœurs passerez un excellent moment, mais j'ai besoin que tu sois consciente de mes inquiétudes et que tu comprennes que si tu fais quelque chose d'inapproprié et que je le découvre, il y aura des conséquences. Je n'hésiterai pas à te montrer la porte, dis-je fermement. Je fus stupéfait quand les larmes coulèrent sur le visage de Sarah. Elle sauta de sa chaise, se dirigea vers la porte de mon bureau et annonça par-dessus son épaule, « Je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit de mal. » Le jour du départ de Sarah, nous nous sommes réunis à la table de la cuisine. Notre délicieux petit déjeuner de gaufres est resté en grande partie intact. Sarah a posé des questions sur les projets des filles pour la semaine. Quand l'horloge de la cuisine sonna 8 heures du matin, Sarah me regarda et dit, « Il est temps de partir. » J'ai dit à Ashley que nous la prendrions à 8h30 et à Britney à 9h. Tu nous emmènes à l'aéroport, n'est-ce pas? J'ai des conférences téléphoniques prévues à 8h30, 9h et 9h45. Je dois être dans mon bureau, ai-je répondu. Étonnée par ma réaction, elle a demandé, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Quel genre de mari n'emmène pas sa femme à l'aéroport, tandis que je me dirigeais vers la sortie de la cuisine? J'ai répondu, le genre de mari qui ne soutient pas ses vacances. Les 9 années suivantes passèrent rapidement. Emma a eu 13 ans, Olivia 11 ans et Sophia 8 ans. J'ai continué à embrasser mon rôle de monsieur-maman, le principal soignant de nos enfants. Sarah appréciait mes efforts, ce qui lui a permis de réussir sa carrière d'administratrice. J'étais fier de ses réalisations tout en profitant du lien fort qui s'était établi avec mes 3 filles. C'était le dernier vendredi d'avril. Sarah était récemment rentrée de son 9e voyage printanier à Las Vegas avec ses sœurs. Mettant mon téléphone en mode silencieux, je me suis discrètement connecté à une conférence téléphonique, prévoyant uniquement d'écouter, sans participer. Debout à la fenêtre ouverte de mon bureau, je profitais de la douce brise printanière lorsque la voiture de Sarah est soudainement entrée dans l'allée, suivie de près par celle de Britney. Sarah est rapidement sortie de sa voiture, suivie de Britney et Ashley de l'autre véhicule. Britney a immédiatement demandé, « Qu'est-ce qui est si urgent ?» Sarah a rassuré sa sœur et a suggéré de parler dans la cuisine pour que les enfants n'entendent pas. Ne voulant pas risquer d'être découvert, j'ai éteint mon téléphone et suis passé à notre application de sécurité domestique sur mon appareil mobile. J'ai activé la caméra de la cuisine et j'ai vu les femmes entrer par la porte arrière et prendre place à table. En versant du vin à ses sœurs, Sarah a refusé quand on lui a demandé si elle voulait un verre. « Je ne peux pas. Je prends des antibiotiques, a-t-elle expliqué. Inquiète, Britney a demandé, « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Sarah a hésité avant d'admettre, un des gars avec qui j'étais m'a infecté avec la chlamydia.
Choquée, Britney a demandé, « Tu l'as donné à Marcus ?» Sarah a nié avec insistance. « Non, il est toujours contrarié quand je reviens de Vegas. Nous dormons dans des chambres séparées depuis plusieurs semaines maintenant. » « Et si ton médecin le dit à Marcus ?» a demandé Ashley. « Je ne pense pas » a-t-elle répondu. « J'ai visité une clinique à Albany et j'ai payé en espèces. Je leur ai dit que je n'étais pas marié et que je n'avais été intime qu'avec des inconnus lors d'un récent voyage à Vegas. J'ai donné à la clinique des informations détaillées sur les hôtels et les personnes avec qui j'avais été. Les autorités vont essayer de trouver la personne responsable de la transmission de l'infection. » Déprimé, j'ai fermé l'application et me suis dirigé vers ma bibliothèque où je me suis versé un verre de bourbon. Assis à mon bureau et prenant une gorgée de bourbon, j'ai réalisé que je m'étais préparé mentalement à ce moment depuis des années. Je savais ce que je devais faire pour mettre fin à mon mariage avec Sarah. Malgré de profonds sentiments de tristesse et de vide, j'étais déterminé à me protéger ainsi que mes enfants. J'ai appelé mon avocat personnel et lui ai demandé de déposer une demande de divorce. En vertu de l'accord prénuptial, j'ai exigé la propriété de la maison et de l'installation automobile que j'avais héritée de mes grands-parents et j'ai souligné mon rôle de principal soignant de nos enfants. J'ai demandé la garde exclusive de mes filles, ce que mon avocat m'a assuré ne serait pas problématique. Je lui ai dit de déposer la demande, citant des différences irréconciliables, mais aussi de préparer une deuxième requête indiquant l'infidélité. Le partage de nos comptes bancaires ne me dérangeait pas. Dès le début, mon avocat nous avait conseillé, à Sarah et à moi, de garder des comptes séparés au cas où mon entreprise ferait faillite. Chaque trimestre, nous avons tous deux versé des contributions égales au budget familial. J'ai gardé la plupart de nos finances à mon nom, mais j'ai annulé 2 cartes de crédit jointes et j'ai remboursé les soldes en utilisant notre compte de budget familial. Après avoir écouté cette conversation difficile, j'ai fini mon verre et me suis dirigé vers la cuisine. Les bavardages des femmes se sont tus quand je suis entré. Sarah a remarqué mon humeur et m'a demandé si j'avais passé une mauvaise journée. J'ai pris ma place habituelle au bout de la table et j'ai acquiescé. Puis Sarah m'a demandé si je voulais en parler. Avant que je puisse répondre, nous avons entendu Emma rentrer de l'école avec la mère de sa meilleure amie. Elle nous a tous salués d'un câlin et nous a raconté sa journée. Lorsque la conversation s'est portée sur les taquineries d'Emma à propos du garçon qu'il aimait, j'ai remarqué que tout le monde, sauf Sarah, était pleinement engagé dans la discussion. Sarah me regardait avec une expression inquiète sur le visage. Un instant plus tard, l'air fut rempli du bruit du bus scolaire s'arrêtant devant la maison, puis la porte d'entrée s'est ouverte en grand. Olivia et Sophia ont fait irruption dans la cuisine et ont été accueillis par les câlins d'Ashley et Britney. Une fois que nous étions tous assis, les 3 filles ont été bombardées de questions sur leurs récentes aventures. Les rires et la conversation ont rempli la pièce pendant plus d'1 heure jusqu'à ce que la discussion s'atténue, signalant le départ imminent de Britney et Ashley. Sentant cela, j'ai décidé de prendre les choses en main et j'ai annoncé, je convoque une réunion de famille. Regardant les sœurs, j'ai mentionné que notre conversation les affecterait toutes et les ai invitées à être présentes. Dès qu'elles furent d'accord, je me suis levé de ma aise. Manger pour remplir leur verre de vin et me servir une autre gorgée de bourbon. Après avoir posé les verres, j'ai proposé à Sarah un autre verre, qu'elle a refusé avec un sourire. Olivia a plaisanté en disant qu'elle avait refusé du vin un vendredi après-midi, et nous avons tous ri, attendant l'explication de Sarah. J'ai peut-être un peu trop mangé à Vegas. Je suis en train de perdre quelques kilos, a-t-elle admis. Sarah a poussé un soupir de soulagement. Quel genre de soulagement est-ce là, lui ai-je demandé. Son visage est devenu pâle quand je lui ai rappelé, tu dois éviter l'alcool à cause des antibiotiques. Les filles se sont tournées vers Sarah, inquiètes. Tu es malade, maman, a demandé Sophia. Sarah les a rapidement rassurées. Non, bien sûr que non. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer et me suis tourné vers mes filles. Votre mère vient de vous raconter un petit mensonge. Ma voix a percé l'air. Votre mère prend des antibiotiques pour une maladie appelée chlamydia. C'est une infection sexuellement transmissible qu'elle a contractée en me trompant lors de son voyage à Vegas avec ses sœurs. Avant que les filles ne puissent réagir, Sarah a calmement interjeté, « Les filles, votre père ne dit pas la vérité. Allez dans vos chambres immédiatement. » Les filles ont hésité, tournant la tête vers moi pour obtenir des éclaircissements. Ayant gardé mon sang-froid, je les ai calmées. Je crois que vous savez que je ne vous tromperai jamais sur quelque chose d'aussi grave.
Tout le monde, s'il vous plaît, allez dans vos chambres. 3 petites têtes passaient de Sarah à moi comme lors d'un match de tennis. Les filles, il est important que vous sachiez que j'ai contacté Maître Phillips, qui est mon avocat. Il préparera les papiers de divorce ce week-end et s'assurera que votre mère en reçoive une copie la semaine prochaine. La colère a éclaté dans les yeux de Sarah. Comment as-tu pu impliquer nos enfants dans cette affaire personnelle? J'ai soutenu son regard avec une expression de dédain et j'ai répondu, la demande de divorce sera déposée par Alan mardi prochain. Dans quelques jours seulement, notre problème privé deviendra public. En regardant mes filles, je me prépare à l'année difficile à venir. Je voulais être honnête et leur montrer du respect dès le début. Il est important que vous compreniez que je n'ai aucune responsabilité dans ce qui s'est passé. Votre mère est responsable de ce chaos. Elle nous a trahis en nous trompant, ce qui a mené à la rupture de notre mariage et à la rupture de notre famille. En observant les réactions de mes filles, je m'attendais à voir des larmes et des sanglots d'Olivia et Sophia. J'ai été stupéfait par le comportement stoïque de ma fille aînée. Avec une expression déterminée sur son visage, elle a parlé avec hésitation, « Papa, j'ai quelque chose d'important à te dire, mais j'ai peur que tu sois fâché. » Sans hésitation, j'ai tendu la main et pris celle d'Emma, l'assurant, « Être fâché contre toi n'est pas une option. » À ma surprise, Emma a éclaté en sanglots et a regardé sa sœur Olivia, qui a hoché la tête silencieusement en signe de compréhension. Les deux sœurs se sont serrées dans les bras et ont pleuré ensemble, ressentant des émotions mitigées. J'ai déversé un flot de négativité sur leur mère. Regarde le chaos que tu as provoqué. Comment as-tu pu détruire notre famille comme ça? J'ai observé Emma et Olivia attentivement pendant que Sarah parlait. Mais CP. Harold n'ont fait aucune impression sur les filles. Au lieu de cela, Emma s'est ressaisie et a dit, il y a 2 ans, après le retour de maman de Vegas, elle était assise ici avec tante Britney et tante Ashley. Nous étions à l'étage dans la chambre d'Olivia quand je les ai entendus parler. Elles riaient et se vantaient de savoir qui avait eu le plus d'hommes pendant le voyage. Elles ont partagé des détails dérangeants dont je me souviens bien, mais que je préfère ne pas répéter. Je me souviens de tout aussi, papa, a ajouté Olivia. Oui, Emma. Je m'excuse de ne pas te l'avoir dit. Je suis désolée aussi, papa, a-t-elle dit. Emma a poursuivi, nous comprenons que les actions de maman étaient mauvaises, mais nous avions peur de t'en parler. La petite Sophia n'avait peut-être pas entièrement compris la situation, mais elle ne voulait pas être laissée de côté. Se rapprochant d'Olivia, elle a pris sa main et s'est jointe à elle. M'adressant aux 3 filles, je les ai assurées qu'elles n'avaient pas à s'excuser. Ce n'est pas de votre faute si votre mère et vos tantes se sont comportées de manière inappropriée. Lorsque la conversation s'est portée sur les arrangements de vie après le divorce, Emma a exprimé le désir de vivre avec moi et non avec sa mère. Faisant preuve d'une prévoyance impressionnante, Sophia et Olivia ont hoché la tête en signe d'accord, montrant leur soutien. Mais Sarah a exprimé son opinion erronée sur la procédure de garde lors d'un divorce. Si votre père n'arrête pas ses bêtises immédiatement, vous emménagerez avec moi. Je peux vous l'assurer. Les 3 filles avaient l'air inquiètes et se sont tournées vers moi pour une réponse. J'ai souri et expliqué qu'en règle générale dans de telles situations, la mère obtient le droit de garde principal. Emma a gémi quand elle a remarqué que je levais la main et j'ai continué à expliquer que les mères obtiennent généralement la garde parce qu'elles sont souvent les principaux dispensateurs de soins. J'ai ensuite posé quelques questions aux filles, leur faisant signe de répondre silencieusement. Qui vous prépare le petit déjeuner tous les matins? Qui prépare vos déjeuners pour l'école et le dîner? Qui fait les courses chaque semaine? Qui est avec vous tous les soirs quand votre mère était en réunion? Qui vous emmène chez le médecin pour vos bilans annuels ou quand vous ne vous sentez pas bien? Qui entraîne vos équipes sportives et fait du bénévolat pour les sorties scolaires? Qui vous emmène à vos cours de danse et aux répétitions de théâtre? Puis à la fin, j'ai demandé, pouvez-vous non? Nomme au moins une chose que ta maman fait constamment et qui profite à notre famille. Emma a bondi de sa chaise, a contourné la table et s'est jetée dans mes bras ouverts. Papa, c'est toi qui te soucies de nous, et tu es le meilleur père du monde, a dit Emma, et ses 2 sœurs ont rejoint le câlin. Après un moment, j'ai dit aux filles d'aller dans leur chambre pour que je puisse parler à leur mère. Chacune d'elles m'a embrassé sur la joue et a quitté la cuisine, ignorant Sarah, Britney et Ashley. Quand elles sont parties, je leur ai rappelé de ne pas écouter aux portes et d'aller dans la chambre de Sophia car la situation était très émotive. J'ai souri en entendant 3 petits rires en chœur disant « D'accord, papa ». Je me suis tourné vers Ashley et Britney et j'ai dit « On dirait que vous avez gagné ». Je voyais qu'elles ne voulaient pas répondre,
mais je les ai poussés à le faire. Que veux-tu dire, a demandé Ashley. Je voulais une femme fidèle et aimante. Et toi, tu voulais que Sarah soit aussi fêtarde que toi. Tu as eu ce que tu voulais, gémit Ashley en réponse. Je ne suis pas comme ça, Marcus. Elle a protesté, ce qui m'a fait rire malgré moi. Tu as été infecté par la chlamydia, et cela prouve que tu es une personne promiscueuse. Britney est intervenue, nous exhortant à nous comporter comme des adultes et à éviter les propos inappropriés. Elle m'a ensuite expliqué que le comportement de Sarah lors de leurs voyages annuels n'était qu'une façon pour elle de prendre une pause après un travail acharné. Britney a fait remarquer en plaisantant que si elle avait besoin d'un partenaire déchaîné, elle choisirait un homme différent comme époux. Ashley a répondu que je ne m'étais jamais plaint de leur comportement par le passé. Les sœurs ont hoché la tête en signe d'accord. Réfléchissant à mes actions passées, j'ai confessé qu'à cette époque, j'étais jeune, avide et sans attache. Après une courte pause, j'ai posé une question au groupe. Après avoir rencontré Sarah, ai-je déjà accepté vos nombreuses invitations à une intimité plus poussée? Le silence à table a clairement montré que tout le monde connaissait la réponse. Je n'ai jamais voulu de divorce, mais tu m'as forcé la main. Heureusement, Sarah, je n'ai pas besoin de ton consentement pour mettre fin à notre mariage. J'ai déjà initié la procédure de divorce en citant des différences irréconciliables. Si tu décides de contester cela, je demanderai une ordonnance du tribunal pour que tu sois testé pour les maladies sexuellement transmissibles. J'ai des raisons de croire que la chlamydia trouvée dans ton système confirmera ton infidélité. J'exposerai ton infidélité au monde entier et te montrerai comme une personne menteuse et infidèle. Et, ma sœur, intervint Britney. Nous te laissons seuls. Les deux sœurs ont commencé à se lever mais se sont arrêtées quand j'ai parlé, leur demandant de sortir les poubelles avant de partir. Elles ont semblé perplexes jusqu'à ce que je fasse un geste vers Sarah, leur disant de l'aider à faire ses valises pour quelques semaines, puis de la renvoyer de ma maison. Sarah a tenté de retarder le divorce en contactant des proches et des amis plutôt que d'utiliser des procédures légales formelles, espérant éviter la divulgation publique de ses affaires personnelles. Malgré la consultation ordonnée par le tribunal, qui n'a duré qu'une seule séance, il est devenu clair pour le consultant que Sarah n'avait aucun désir de sauver le mariage. L'accord prénuptial a été approuvé par le tribunal. En conséquence, Sarah a conservé les biens liés à sa carrière, et j'ai gardé mon entreprise automobile et mes propriétés héritées. De plus, j'ai obtenu la garde principale de nos enfants, Emma, Olivia et Sophia. Mes deux filles aînées ont continué à montrer de l'hostilité envers leur mère et leur tante, mais ont maintenu un lien fort avec leurs grands-parents maternels. D'autre part, ma plus jeune, Sophia, est restée proche de sa mère et lui rendait visite régulièrement. Malheureusement, après le divorce, Sarah a beaucoup lutté. La nouvelle de son divorce s'est rapidement répandue dans notre communauté, et les circonstances sont devenues connues, la forçant à prendre un congé prolongé de son poste administratif. Étonnamment, les trois sœurs ont finalement contracté des infections similaires, prouvant que les conséquences finissent par rattraper les personnes qui font de mauvais choix. Quant à moi, je me suis investi à être le meilleur père possible pour mes filles. L'entreprise automobile a continué de prospérer, et j'ai découvert que le succès ne signifiait rien sans les personnes que l'on aime pour le partager. Mes filles m'ont appris que la vraie richesse ne se mesure pas en dollars ou en voitures de collection. Elle se mesure en confiance, en loyauté et en liens familiaux indestructibles. Emma, Olivia et Sophia ont grandi en comprenant l'importance de l'honnêteté et de l'engagement. Elles ont vu de leurs propres yeux comment la trahison pouvait détruire une famille, mais elles ont aussi appris que parfois, les familles les plus fortes se forgent dans l'adversité. Des années plus tard, quand Emma m'a demandé si je regrettais d'avoir épousé sa mère, je lui ai dit la vérité. Je ne pourrai jamais regretter une décision qui vous a amenés toutes les trois dans ma vie. Parfois, les expériences les plus douloureuses nous enseignent les leçons les plus précieuses sur ce qui compte vraiment. Je ne me suis jamais remarié, bien qu'il y ait eu des opportunités. Les filles avaient besoin de stabilité, et j'ai découvert qu'être leur père était le rôle le plus gratifiant que j'ai jamais assumé. Papa aurait été fier de voir comment ces leçons sur le travail acharné, l'intégrité et le fait de bien traiter les gens avaient façonné non seulement mon succès en affaires, mais aussi mon caractère de père. Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois. Point. Si vous avez apprécié, abonnez-vous à JK raconte une histoire pour plus de récits.